Non, c'est rien de grave. C'est Ah rien de bon? grave. Ok. Mais je voulais avoir ton opinion. Mhm. Ici à Genève, il y a une news qui est sortie comme quoi maintenant, si tu veux mettre ton vélo dans un garage à vélo, dans Mhm. une commune à Belterre, tu dois payer 20 francs par mois. Donc, on a des problèmes de mobilité et tout. Puis, c'est sorti hier dans la tribune et justement, j'ai appelé un ami à moi Mhm. qui habite là-bas et puis il m'a dit oui, oui, effectivement, les places de parking, c'est 200 francs par mois pour la voiture. Et si t'as un scooter, tu peux pas le parquer sur ta place voiture. Tu dois prendre une place de parking scooter à 50 francs. Mhm. Et si tu as un vélo, voilà, tu veux le mettre dans le local à vélo, c'est 20 balles par mois. Mais c'est un truc près de la gare? C'est un local spécial ou c'est juste comme ça dans la rue? Non, non, c'est des immeubles locatifs. C'est des immeubles locatifs, tu vois. Puis après, Ouais. on nous fait tout un cirque pour la mobilité douce. En plus, c'est un quartier éco-responsable, donc qui a été développé par une grande régie genevoise à Mais tu 3 sais, lettres. ouais, mais tu sais, bon, moi je me rappelle d'une époque à Taïwan où tout le monde, tous les gens se déplaçaient en scooter. Tu avais des familles avec monsieur, madame, deux enfants qui dormaient comme ça en allant, partant pour aller les déposer à l'école le matin. Et quand tu as des nuées de quelque chose, tu es obligé de réguler. Ceci dit, c'est l'inévitable attractivité de la taxation. En fait, les gens, une fois qu'ils sont équipés de vélos, ça n'a pas été comme ça au début, mais faut faire des abris à vélo. Les gens disent, ouais, quand même, ça coûte les abris à vélo, quand même, il faudrait faire payer. Et puis boum, puis c'est parti. Et quand tu Ouais. penses à la surface, un vélo, c'est quoi? C'est une surface au sol qui est 100 fois moindre que celle d'une voiture. Donc, ça Mm. devrait être 2 francs, pas 20. Ouais, non, Mais c'est abusé. même les gens les mieux intentionnés du monde, ils aiment bien le pognon, hein. Ouais. Même les écolos. Ouais, écoute, c'est complètement absurde, mais moi je trouve ça absurde. Et bah, c'est simplement des lieux qui sont un petit peu plus ça les rend un tout petit peu moins agréables à habiter. Ouais, c'est clair. Ton vélo, tu peux le poser n'importe où, en fait, ça pose pas de problème, parce qu'il faut juste pas se le faire voler, tu mets un petit vol, puis voilà, mais les places de vélo payantes, inévitablement, si ça devient un moyen de transport majoritaire, c'est clair, tu prendras des amendes pour mauvais parking. Vous dépassez. Non, mais enfin, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, comme tu dis, même les écolos, ils veulent faire de l'argent. Bon, c'est pas un gros problème, mais on est en train d'utiliser tout ce qui est climat, etc., pour taxer les gens. On le voit avec les étiquettes stickers qu'il y a eu à Genève. Il y a une journée, heureusement, ils n'ont pas verbalisé. Mais en gros, tu dois payer un macaron pour te balader. Il y a la même chose en France. Et puis, en fait, c'est une perte de liberté, quoi. Ouais, bah, disons, c'est toujours très désagréable quand l'État vient taxer, ou les privés, mais c'est inévitable. Si tu veux, ça devient un business parce qu'il y a une dépendance, il y a un besoin chez les gens de faire quelque chose, comme parquer son vélo. Donc, en fait, tu peux te mettre au milieu et puis tu prends une taxe. Tu vois, Ouais. c'est toujours c'est l'histoire du monde, hein, ça a toujours été comme ça. Alors, il y avait un système que je trouvais hyper bien, on pourrait dire pré-capitaliste au Moyen Âge, pour le salaire des agriculteurs. Ça s'appelait les métayers. C'est hyper bien. OK. En fait, imaginons, toi, tu possèdes le champ, d'accord? Et puis moi, je suis un agriculteur et je sais faire pousser du blé ou de l'avoine. Et en fait, il y avait un système de partage de la récolte entre les deux, d'accord? Donc, si tu as autant de champs à louer que d'agriculteurs disponibles pour les cultiver, bah, c'était un peu 50-50. Et puis, pendant une période où, je sais pas, il y avait un épisode de peste. Et puis, tu avais, je ne sais pas, 20-30% des gens qui disparaissent ou des hommes et des femmes en âge de travailler avec une force suffisante. Du coup, il y avait moins d'agriculteurs. Du coup, mon prix augmentait. Je serais allé à 60, 70, 75. Et puis toi, bah, OK. voilà, tu n'avais pas le choix parce que tu as des champs, tu n'arrives pas à trouver des gens pour les cultiver. Donc, en fait, la contribution que tu reverses à celui qui laboure la terre, ben, elle est plus importante. Et au contraire, en fait, quand il y avait en fait trop de gens qui étaient disponibles pour effectuer ces opérations d'entretien du sol, ben là, du coup, tu pouvais réduire ta taxe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que d'une part, il y avait cet ajustement sur une base annuelle
du partage, mais surtout que c'était un partage de la richesse créée, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu possèdes le champ qu'en fait, forcément, ce qui en sort, c'est uniquement à toi. Alors que maintenant, ça nous semble complètement évident parce que tous les gens qui sont salariés, qui nous écoutent, ils disent, ben oui, évidemment que si je travaille pour une entreprise, il n'y a rien de ce qui est créé comme valeur à terme, à part si tu es actionnaire, dont tu profites. Et je pense qu'en fait, cette histoire du salariat, c'est pas une arnaque, mais disons, ça vient avec beaucoup de contraintes. On va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ça a été vraiment développé pendant la révolution industrielle, hein. On avait besoin de faire les 3-8 et tout, et puis ça s'est poursuivi. Donc, je pense sur l'histoire du temps, les 150, 200 ans de salariat, c'est une petite parenthèse. Bah ouais, mais je suis pas sûr que c'est un si bon modèle que ça, en fait. Je sais pas, tu verrais quoi comme Tu autre vois, modèle. bah, le truc, c'est que c'était un super modèle, en fait, pendant les 80 dernières années où, en fait, le monde était un peu plat, puis il n'y avait pas trop besoin de se battre et tout était cool. Et d'ailleurs, tous les salariés qui nous écoutent, ils savent très bien, ils sentent très bien qu'ils ne sont pas plus riches qu'il y a 5 ans. Ouais, c'est pire encore. Ouais. Et en fait, Maintenant, on paye 4 francs le voilà. café. Ouais. Moi, je me vois, c'est évident. Tu vis dans une très belle ville. Pourtant calviniste, hein, il devrait se calmer. Hein, c'est protestant, il ne devrait pas faire trop cher. Mais si tu veux, il y a quand même ce truc où je pense que le salariat, ça allait bien tant que les conditions cadres étaient très stables. Et puis que tu pouvais dire, bon, bah voilà, maintenant, moi, je vais taffer pendant 40 ans. D'accord? Et puis après ces 40 ans, bah, j'aurai une bonne retraite, blablabla, blablabla. Et tout indique qu'en fait, si quelqu'un qui commence à travailler maintenant, s'il a 20 ans, ben, je doute fort qu'en fait, ces institutions, elles perdurent jusqu'à la fin de sa carrière. Et je pense qu'intuitivement, les gens le sentent et du coup, ils sont moins d'accord avec ce truc-là, avec ce deal, en fait, parce qu'il requiert en fait une immense stabilité. Alors attends, laisse-moi rebondir là-dessus en fait, Rebondissez. parce que rebondissez, monsieur. Parce que qu'est-ce que tu penses justement, tout ce qui est pension de retraite et tout, est-ce que tu penses que d'ici 20 ans, 30 ans, en France et en Suisse, on va encore toucher une retraite? Parce que, il y a une diminution de la population, il y a des mauvais investissements qui ont été faits, et puis il n'y a pas assez de gens qui cotisent. En Suisse, en tout cas, il n'y a pas assez de gens qui cotisent. En France, je ne sais pas exactement. Peut-être les auditeurs et les auditrices pourraient nous donner plus d'infos. Mais imagine que tu bosses et puis moi j'ai 40, donc peut-être la retraite elle sera à 75 ou à 80. Ouais. Mais si ça change, je sais pas, ça sera à 67. Donc dans 27 ans, est-ce qu'il y aura encore suffisamment d'argent dans les caisses? Je n'en sais rien. Moi, j'ai aucune. Tu sais, faire des prédictions sur l'avenir, c'est difficile, hein, parce que le futur, il est inconnu. Mais mon intuition, c'est qu'on va devoir revenir à un système beaucoup plus souple. Alors, plusieurs points. Le premier, c'est que le concept de retraite, il doit être contextualisé en fonction des activités que tu as. Quelqu'un qui écrit ou quelqu'un par exemple, qui dirige une entreprise, je ne vois pas pourquoi il aurait la retraite en même temps que quelqu'un qui répare une route, tu vois, ou qui fait des chantiers. Parce que Ok, tu vois les s'il choses comme veut, ça. Ouais. ben oui, mais imagine, moi j'ai une construction qui se fait près de chez moi là, mais il se sent un peu calmé. Mais pendant, je sais pas, un mois, 6 semaines, je sais pas, ils avaient des machines énormes, et c'est comme un marteau-piqueur, mais au bout d'une immense machine. Je veux dire, ça fait trembler la maison. Là, celle où on est. Donc, en fait, je peux m'imaginer que le mec qui est à l'autre bout du marteau-piqueur, il se prend des secouées de dingue. Ou quand tu vois quelqu'un faire du marteau-piqueur comme ça, forcément qu'il il a les vertèbres complètement foutues après quelques années. Tu es d'accord? Ouais. C'est-à-dire, tu travailles sur la route, tu travailles par tous les temps, tu es soumis aux éléments, ton corps s'use beaucoup plus vite. Donc, en fait, quelqu'un qui a une activité physique qui prétérite, en fait, son espérance de vie, je trouverais quand même assez normal qu'il puisse avoir un temps de repos après une longue vie de travail. Quelqu'un qui fait un travail enfin, qui abîme moins, on pourrait dire, je trouve pas mal je trouve assez normal qu'on lui demande de contribuer un petit peu plus longtemps. Alors, maintenant, c'est pas parce que tu fais pas un travail physique, c'est pas dur. Par exemple, je sais pas, si tu travailles dans une administration puis que tu fais un job complètement absurde,
Tu sais, mettre des tampons, puis peut-être ça peut aussi induire une fatigue psychique qui est intolérable et puis tu n'as de cesse que d'arrêter. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ces bullshit jobs ou ces jobs absurdes, ils vont être complètement supprimés par l'IA et qu'en fait, le grand mouvement, ça va être d'essayer de se rapprocher de ce qu'on aime faire. Et dans cette évolution-là ou dans ce mouvement, il va évidemment rester des jobs où c'est des jobs que personne n'a envie de faire. Et puis, je pense qu'en fait, la contribution pour ces jobs difficiles où tu abîmes le corps plus vite, eh bien, c'est que tu puisses t'arrêter plus tôt. Je ne trouve pas ça choquant. C'est pour dire qu'en fait, l'âge, de mon point de vue, ce n'est pas du tout le seul critère à prendre en compte. Moi, j'adore ce que je fais. Je n'ai aucunement l'intention de prendre une retraite ever. Je sais pas, je travaille aussi avec Xavier Comtesse, avec qui on était dans un call juste avant pour le prochain livre. Il a 75 ou 76 ans, il continue, il est comme un dingue. Parce que ça l'amuse. Il aime trop l'oseille. Non, on n'écrit pas ses bouquins pour l'oseille, crois-moi. Ça rapporte rien, au contraire, ça coûte. On doit trouver des fonds. Non, ça rapporte rien. C'est une petite boutade. Si écrire, non. Ça va si tu es J.K. Rowling, mais si tu ne fais pas Harry Potter, tu ne gagnes pas un rond. C'est juste le plaisir de la réflexion, du travail commun. Voilà, un think tank, ce n'est pas pour devenir riche, mais c'est intéressant. Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en fait, cette espèce d'idée qu'en fait, le travail soudainement doit s'arrêter, c'est valable quand c'est un travail que tu exècres, qui ne te fait pas plaisir. Mais je pense que comme maintenant, il y a de nouvelles technologies qui permettront de supprimer beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire nous-mêmes, eh bien, l'exercice, ça consistera à essayer de sentir et se connaître soi-même et une partie de la connaissance de soi-même, c'est de savoir ce qu'on aime faire et d'essayer de s'en rapprocher. Et quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, tu t'uses aussi moins. Tu penses quoi du salaire universel? Tu as pas mal de mecs de la Silicon Valley, justement, qui sont dans l'IA, qui disent, bah voilà, forcément, ça va remplacer des tonnes et des tonnes de gens, et que tu as un petit peu cet aspect de royalties derrière, et qu'au final, s'il y a moins de taf, peut-être qu'il n'y aura plus de retraite, mais il faut quand même pouvoir donner des sous aux gens, en fait. Oui, bien sûr, mais en fait, la question, c'est, il y a toujours deux choses. D'une part, il faut créer de la valeur, et puis après, il faut faire en sorte qu'elle soit répartie de manière suffisamment intelligente pour qu'en fait, la société soit agréable à côtoyer. Si tu as une société où il y a des gens infiniment riches et puis une grande majorité de gens incroyablement pauvres, c'est très désagréable comme lieu. Donc, moi, je suis assez vertement opposé au salaire universel. Je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Par contre, je suis très favorable soit au revenu minimum, au revenu de contribution, c'est-à-dire si tu contribues, mettons que tu ne puisses pas faire une immense contribution, tu contribues quand même. En fait, si tu contribues à quelque chose, alors tu reçois effectivement un salaire et tu es rétribué, mais il faut faire une contribution parce que si tu contribues d'une manière ou d'une autre, en fait, tu es dans un meilleur état psychique que si tu contribues à rien. Tu définirais comment contribuer? Ça Donne un dépend exemple concret, en fait. Alors, en fonction des possibilités de chacun et de chacune. Par exemple, quelqu'un qui a eu un immense problème de santé, je sais pas, qui a fait une immense dépression, qui n'arrive plus à se lever le matin, etc. Si tout d'un coup, il participe à des ateliers où il aide à réparer des chaises, c'est génial, il a contribué, il s'est déjà levé. Tu vois, si tu viens de très, très loin, si tu arrives à contribuer comme ça, c'est déjà super. Et puis après, les gens qui ont plus de facilité, plus d'énergie, etc., ils peuvent contribuer plus et puis ils peuvent être rétribués plus. Mais je pense qu'il y a un gros distinguo entre un revenu universel qui, à mon avis, ne mènerait pas une société très heureuse, contrairement à une société où c'est la contribution qui soit rémunérée. Ça, je pense que c'est plus malin comme système. Un autre modèle qu'on peut envisager, c'est celui des intermittents du spectacle en France. Bernard Stiegler, il en parlait, tu sais, donc, je sais pas, si tu fais une pièce de théâtre, en fait, tu dois tout donner, tu vas jouer, il faut apprendre le texte, etc. Puis après, une fois que tu as fini ces prestations et que tu as fini de préparer ce geste artistique, fini les prestations, tu dois un peu te refaire une santé, reprendre ton souffle,
en trouvant d'autres sources d'inspiration. Tu vois, c'est quand même un Ouais. peu différent de ce que toi et moi on fait, où en fait, tu peux enchaîner les mandats et tu ne deviens pas forcément sec, quoique il faut quand même continuer à s'inspirer. Mais dans le milieu du artistique, en fait, c'est plus criard, c'est plus facile à voir. Donc, en fait, ce revenu, le modèle des intermittents du spectacle, ça dit, ben voilà, quand tu es comédien ou quand tu es chanteur, mais il y a des moments où tu es payé par ton action, puis des moments pas. Ben, quand tu dois passer du temps à te ressourcer, etc., la société peut contribuer à faire en sorte que tu aies un revenu qui soit un peu lissé. D'accord? Mhm. Donc ça, c'est une mesure intelligente parce que quand tu es artiste, pas pour les 10 plus grands chanteurs en France, ou tu vois, c'est évidemment les stars, c'est jamais un problème, mais j'entends dans la chanson, il y a énormément de gens qui vivent, enfin, dans le milieu artistique, il y a énormément de gens qui vivent là-dedans et qui ne sont pas forcément des stars globales. Et je pense que l'État serve en fait à rendre la chose plus agréable, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais de nouveau, là derrière, il y a une contribution en termes de démarche artistique, de proposition, un bienfait social, parce que voilà, je sais pas, tu chantes, par exemple, c'est une aventure. Parce que c'est un super gros shift, en fait, hein, que du jour au lendemain, on n'ait plus besoin de bosser pour gagner sa vie, en fait. Non, mais C'est que, justement, je pense je pense que c'est bien d'avoir besoin de contribuer. ouais, D'accord? C'est très important. Par exemple, que font les psys? Ça ne m'est pas arrivé, mais pour les gens qui font des dépressions, en fait, souvent, ils leur font prendre un chien. Alors, si votre psy ok. vous a dit de prendre un chien, acceptez la chose. Hein, mais en fait, si tu as un chien, en fait, je sais pas, il faut le balader peut-être 1 heure par jour. Tu te lèves le matin, il faut aller faire une promenade, à midi faire une promenade, à 14h faire une promenade, commencer le soir. Puis au moins une fois pendant le week-end, il faut aller faire une grande marche, etc. Donc, s'occuper d'un chien, c'est du boulot. Et pourquoi c'est utile? Parce qu'en fait, tu es obligé de te mobiliser, de mobiliser tes ressources. Ça te montre qu'en fait, tu arrives à réaliser ça. Ça te décentre, c'est-à-dire que tu ne penses pas qu'à toi, mais tu penses à un autre être. Ça fait du bien et en fait, tu contribues. Et je pense que contribuer, c'est… D'ailleurs, les impôts sont très malins, ils nous appellent des contribuables. On contribue, tu vois, c'est pour nous rendre contents. Mais, mais je pense que c'est un besoin, en fait, de sentir que tu peux contribuer. Mais encore une fois, il faut ajuster ça à la bonne mesure de la capacité de contribuer de chacun et chacune, étant conscient que, en général, plus ta contribution est flamboyante, plus ça te rend heureux. Parce que tu te développes, tu gagnes en compétences, etc. Ce n'est pas désagréable comme truc. Pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast? On a l'impression de contribuer, on a du plaisir à le faire. En fait, est-ce qu'on contribue? Je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie. Bah, écoute, on a pas mal de bons retours, hein, de personnes qui nous écoutent. Et j'ai l'impression de contribuer. Ouais, moi J'ai aussi. l'impression de contribuer, même si des fois on nous dit oui, avec ce que vous faites, la qualité, vous devez avoir plus de views, plus d'abonnés et tout, mais au final, on s'en fiche du nombre, quoi. Si ça peut aider une personne ou deux personnes ou Ouais. 3 ou 10 ou 100, peu importe du nombre. Donc Bah oui, puis aujourd'hui, ça fait un bon sentiment, tu es d'accord? 100%. Voilà. Franchement, moi, j'ai eu plusieurs retours et notamment un d'un ami qui était contre l'IA et qui finalement s'y est mis et il s'est dit, voilà, moi, je suis pas forcément un bon à la rédaction, je m'y mets et puis maintenant, il a pu faire des programmes, écrire beaucoup plus facilement et il l'utilise au travail et puis en nous écoutant. Donc, je trouve que c'est cool comme retour. Bah écoute, oui, ça fait énormément plaisir. Et puis du coup, je pense que le fait que ce revenu de minimum ou universel, il soit pas, ni minimum ni universel, mais qu'il soit lié à la contribution, même très très modeste, d'accord? Parce que voilà, on pêchait d'eux. Et c'est un peu ce qu'on fait en Suisse avec l'assurance invalidité. Si, il y a tout un système, mais si un médecin décide qu'en fait, ben voilà, tu peux pas taffer, tu n'as pas la possibilité de faire ça, ben là, je dis, bon, ben c'est OK, en fait. Vous êtes empêché de travailler, on va vous aider à subvenir à vos besoins. C'est complètement normal, évidemment. Il faut s'occuper de ceux qui ne peuvent pas. Et je pense que la clé, ça va être d'être dans l'adaptation et la fluidité et le fait de mettre en place les bonnes incentives, les bons encouragements, si tu veux. Ouais.
pour avoir une société qui soit inventive, dynamique, juste, agréable à vivre. Et c'est dans l'intérêt de toutes et de tous, parce que quand tout le monde a quelque chose à perdre, la vie est belle. C'est vrai. Après, il faut que ça se passe sans friction. Mais on verra. On verra. Aujourd'hui, troisième épisode de Foutu pas sûr. Donc, nos conseils carrière pro et business. Ouais. Par rapport au dernier épisode, moi, j'ai eu des questions, en fait, justement, où on me disait, voilà, c'est cool ce que vous avez dit. Mais lorsque tu as ton N+1 qui est pas forcément ambitieux, qui est pas forcément compétent, et que toi, derrière, tu fais tout le taf, mais c'est lui qui en tire la gratitude et les bénéfices. Et puis, donc, toi, je ne vais pas dire mise au placard, mais on me disait, voilà, moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de monter. Et puis, comme j'ai cette personne au-dessus, on ne voit pas ce que je fais. Donc, toi, tu disais, oui, il faut le faire briller, certes, mais au bout d'un moment, tu as envie que toi, tu sois valorisé. Ouais. Ça dépend un peu de l'âge qu'on a. Je dirais que si ça fait… Il y a plusieurs choses. La première, c'est que cette règle de Green qui dit « never outshine the master », donc ne faites jamais… faut toujours être un mec sympa, ou une nana, évidemment, ça va pour les deux sexes. Faut toujours être sympa et être quelqu'un qui valorise les autres. C'est la position intelligente et qui, à long terme, vous servira. Maintenant, c'est clair. Vas-y. Je peux te poser une question? Ouais. Est-ce que qui est-ce qui parle? C'est le CEO ou c'est un ami à qui tu te confierais? Est-ce que toi, en tant que CEO, ça te dérange si ton numéro 2, il te outshine? Ah, c'est jamais arrivé. Non. Non, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, non, mais absolument pas. Même au contraire, parce qu'en fait, quand tu as une vraie solidité intérieure, ce que tu veux, c'est des gens extrêmement forts. Au bout d'un moment, quand tu as un team très performant, tu n'es plus au niveau d'aucun. Ouais. Tu vois? Ce qu'il disait, Jack Ma. Ouais. Il disait, moi, j'essaye toujours d'embaucher des gens meilleurs que moi. Ouais. Et après, la difficulté, c'est de faire bosser des mecs et des nanas super intelligentes et intelligents et que ça se passe bien, en fait. Oui, et puis moi, je passais entre 30 et 40% de mon temps, en tout cas, à coacher les direct reports pour en fait être sûr qu'ils se sentent bien, que tout aille bien, qu'ils aient compris où on devait aller, etc., de prendre du feedback de leur part, etc. Il faut qu'on consacrer du temps, en fait. Quand tu as une équipe de… C'est un petit peu comme Mourinho, si tu veux, il bosse. Mourinho, il passe du temps à coacher ses joueurs, à réfléchir à des stratégies, à savoir quelle est la prochaine équipe qu'on va affronter, à fournir ce que tu peux faire comme patron, c'est vraiment fournir en fait un environnement qui fait que les gens, chaque élément est à la bonne place et puis les gens sont au top parce qu'ils sont dans des très bonnes conditions d'existence. C'est la clé. Mais il faut avoir un intérêt sincère pour les gens. C'est pas quelque chose que tu peux feindre. Ça fonctionne pas du tout. Donc, bon, ça, c'est une manière de faire, mais je dirais, c'est quand même très important, même si en fait, il faut avoir de la hauteur de vue. C'est-à-dire que même si votre boss, je sais pas, vous avez entre 25 et 30 ans, puis votre boss, et vous le trouvez un peu con, il est assez probable qu'en fait, il y ait des choses qu'il fasse qui ne soient pas si bêtes que ça. Donc, la première chose qu'il faut mesurer, c'est si vous êtes encore en train d'apprendre énormément ou pas. Parce que si tu es dans un job où tu n'apprends plus rien, puis c'est toi qui fais tout le boulot, et puis que tu as, un boss un peu à courte vue qui essaye de masquer ce que tu fais, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et si ça fait genre entre 3 et 5 ans que vous êtes dans la même boîte, il faut changer de crèmerie. Donc, tu recommences tout à zéro ailleurs. Non, Quoi. tu ne recommences pas à zéro. C'est que tu as gagné. C'est pour ça que j'ai mentionné le fait qu'il faut regarder si tu apprends quelque chose. Parce que si tu as accumulé, mettons, 5 ans d'expérience dans un poste particulier, d'accord? Imagine, tu travailles en banque, tu es conseiller clientèle. Entre ta première semaine ou 5 ans plus tard, tu n'as pas le même niveau. Exact. 5 ans plus tard, tu es beaucoup plus avenant, tu es plus chaleureux, tu sais mieux annoncer les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, tu anticipes les problèmes, tu as plus d'entre-gens. Tu es d'accord, tu as appris. Alors, si maintenant, dans un poste où tu es conseiller en clientèle dans une banque, après 5 ans, tu as vraiment appris tout ce que tu pouvais, moi, c'est vraiment ça que je mesurerais plus que l'impression qu'on pourrait avoir de comment ton boss te valorise ou pas. Donc, le premier truc, c'est est-ce que j'apprends encore?
si vous avez le sentiment que vous n'avez plus rien à apprendre de ce poste, il faut soit chercher un autre poste à l'interne, c'est une manière de changer de boss, d'accord? Soit changer de crèmerie. Mais il faut faire bien attention parce que si vous essayez de faire du tort à votre boss, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Et puis, pensez à votre prochain boss. Si maintenant vous êtes le gars tout en haut puis que vous devez vous entourer de gens qui vont travailler avec vous, vous allez vouloir quelqu'un de loyal, de fiable et qui vous tire pas dessus. Ouais. D'accord? Donc, en fait, si vous commencez à tirer sur un middle manager un peu, voilà, pas bon, il faut une place pour tout le monde, hein, voilà. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'en fait, toute la hiérarchie va dire c'est un mec qui fait des histoires désagréables, ça. En fait, c'est un vrai talent que de savoir gérer les cons. D'accord? Donc, en fait, si vous êtes en dessous d'un con, si c'est votre sentiment, essayez de développer les outils pour en fait le faire briller plus et faire en sorte que tout le monde vous aime bien et résoudre ce problème-là. Ça, c'est le premier truc. C'est un skill. Maintenant, des fois, c'est impossible. Hein. Des fois, c'est pas parce qu'on explique mal, c'est parce que les gens sont cons. Camelote. Donc, il faut vraiment regarder ça en fait un peu en détail. Mais est-ce que j'apprends toujours? Est-ce que j'arrive à développer des méthodes ou des outils pour faire en sorte que malgré ses limitations, en fait, cet homme de peu d'envergure soit décent? Donc, c'est un des grands trucs du leadership, c'est en fait de faire progresser les gens. Mais ce n'est pas une question de où vous êtes dans la hiérarchie. Si vous pouvez être en bras, si en fait vous faites monter le niveau et vous faites monter les gens, ça se verra. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que de temps en temps, c'est tellement difficile et tellement absurde qu'en fait, il faut changer de boss. Mais avant de vous énerver contre ce boss et de le critiquer, essayez de voir si vous avez un autre job à l'interne. Voilà. Ou alors, il faut changer de crèmerie, ce qui est complètement OK. Hein, quand on est salarié, à la fin du mois, le salaire est payé, plus personne ne se doit rien. Mais ça va dans les deux sens. L'employeur ne vous doit plus rien et vous ne devez plus rien à l'employeur. Donc, il faut arrêter avec ces histoires de loyauté éternelle. Un jour, vous vous ferez virer, ça n'a rien de personnel, c'est la vie. Donc, c'est comme ça. J'aimerais avoir la partie, ça c'était un peu plus diplomatique et puis comme tu dis, comme on dit négociation, tu as le fly ou bien le fight. J'aimerais avoir un peu la partie un peu plus dark de Pascal. Quelqu'un qui se dit, bah non, moi j'ai pas envie de bouger. Ouais. J'ai pas envie de bouger. Lui, voilà, il n'a pas d'ambition, il est content et tout. Mais maintenant, moi, j'ai envie de grader. Alors, tu vois, et que tu te dis, déjà, je ne veux pas partir. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on a de l'ambition puis qu'on veut progresser dans l'entreprise puis qu'on refuse de changer de job, là, c'est vous qui avez Non, mais un tu te problème dis, voilà, d'analyse. j'ai fait peut-être 10 ans, j'ai gravi les échelons. Et puis maintenant. Mais si vous avez fait 10 ans, il faut changer. Oublie. Pourquoi? Tu as des gens qui. C'est fini, on n'est pas au Japon dans les années 80. C'est terminé, ça. Alors, C'est terminé. disons que tu ne changes pas. Disons, Ok. vraiment, on fait le scénario. Une raison religieuse, tu ne peux pas changer. Non, mais tu es bien, tu aimes trop la boîte, on t'a brainwashé, tu vas donner tout pour ton patron et tout. Et puis tu te dis, bah non, j'ai pas envie de changer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, pourquoi je devrais recommencer à zéro et tu sais pas comment ça va se passer là-bas aussi. L'autre chose que tu peux faire, en fait, c'est bien préparer un entretien avec ton boss pour lui exprimer, en fait, le fait que tu adores ton job, que tu as l'impression peut-être tu progresses plus, quel serait le pass-forward pour toi. Les entreprises, surtout américaines, en fait, qui sont un peu modernes, elles le font, en fait. Elles font un plan de développement sur 3 ans, 5 ans, puis tu sais où tu peux atterrir. J'ai une amie qui est Chief of Staff chez Lenovo. Donc là, c'est voyage en jet, machin. Elle était en Colombie cette semaine. Enfin, je te dis pas, un taf de dingue. Et en fait, c'est un taf qui est un semi-bon truc. Ça dure 2 ans. Et puis après, ça te permet. Elle est la Chief of Staff du Head of Sales mondial. Donc, c'est un gros job. Hein. Très, très gros job. Et en gros, ça, je le lui ai dit. D'ailleurs, elle me disait, ah, mais c'est génial. Comme ça, je peux voir l'organisation. Puis, je peux choisir mon prochain poste. Est-ce que je veux prendre un poste global dans ce domaine, etc., ou un country manager, etc. Et je lui ai dit, ouais, mais oublie pas que toi aussi, tu es observé pendant ces 2 ans. Tu vois? C'est vrai. Et donc, voilà. Après, souvent, quand vous voulez progresser dans une entreprise, on va vous donner des postes où on pourrait dire, ouvrez les guillemets, vous payez vos galons. C'est-à-dire que c'est un job où tu dois énormément travailler, énormément apprendre. Tu n'es pas forcément payé beaucoup, beaucoup plus, mais tu fais preuve de ta motivation à aller plus loin.
Ça, ma foi, c'est vous qui devez investir. Vous investissez pas, c'est pas pour la boîte, c'est pour vous. Vous le retrouverez après, d'accord? Et si quelqu'un n'a pas assez de motivation pour dire bon ben je vais envisager de changer de job, c'est que c'est lui qui a un problème. Oh, je dirais pas. Ouais. Franchement, je Si. dirais pas, vu si tu as fait, je sais pas, disons 5, 7 ans et que tu as gravi les échelons, et puis à un moment donné, tu arrives et puis tu as encore Non, envie de mais progresser. si tu en parles à ton boss, que lui, ça lui dit non, non, mais moi je pense que toi tu fais ton job, t'en parles au N+1, tu peux même t'en ouvrir au Voilà, donc toi, RH. tu es pour le Moi je suis skip pour le level dialogue. meeting. Non, Ouais, mais tu es pour le skip level meeting. Ils le font beaucoup aux États-Unis. ouais, Ou mais bien bien même sûr. Musk, il l'a fait, où il a parlé avec tout. Eh oui, mais il faut faire ça au squash, il faut faire ça à la soirée de Noël, il faut être intelligent. Ah, voilà, là, on commence à avoir Voilà, il des faut être choses un malin. peu. C'est sûr, il faut être malin, mais il faut faire savoir qu'en fait, et c'est pour ça que j'encourage fortement la démarche de faire son CV, plus maintenant avec l'IA, ça prend 3 minutes 30, et puis d'avoir, de répondre à des offres si d'aventure elles vous intéressent, parce que c'est comme ça que vous pourrez mettre un thermomètre dans le patient pour savoir où est la température. Il ne faut pas non plus rêver, il faut quand même se renseigner de la valeur qu'on a sur le marché. Et d'autre part, au moment où vous faites l'effort de faire un CV et de réfléchir à quelle position vous intéresserait, vous vous mettez aussi vous-même en capacité de négocier avec votre hiérarchie et d'exprimer surtout un besoin. Parce que je pense que ce qui est absolument clé, c'est d'avoir un alignement important entre ce que l'on est, ce que l'on peut et ce que l'on veut. Et ce n'est pas si simple, ce que l'on est, donc Mm. comment on est constitué, les forces et les faiblesses qu'on a, ce que l'on peut, c'est-à-dire dans un job particulier, je ne sais pas si vous êtes au service comptable chez Nestlé, il ne faut pas non plus demander des merveilles en termes d'innovation et de créativité, c'est pas l'endroit. Donc il y a des jobs où on peut ceci, des jobs où on peut cela. Il faut pas non plus, il faut être un peu réaliste. Et puis ce que l'on souhaite, et il faut faire très attention à bien évaluer ce que l'on souhaite parce que ça risque fort d'arriver. Quand il y a cet alignement qui se fait, alors ça arrive. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite parce que l'univers conspire à le faire advenir. Donc je pense qu'il faut. Moi, je suis un grand fan de prendre sur soi, d'avoir une position adulte, si on détecte un problème ou qu'il y a une frustration, c'est d'en parler en fait avec sa hiérarchie. Et puis après, c'est pour ça qu'il y a des apéros de boîte, des all-hand meetings, des chic-chac-chac. Et il faut le faire subtilement sans bâcher son boss. Parce que rappelez-vous quand même que si vous bâchez votre boss, parce que non, mais il est tellement con, machin. Si ça se trouve, le boss de votre boss, il est très content de ce mec parce qu'en fait, il n'entend jamais parler de vous. Et vous voyez, il ne faut pas être un problème pour la hiérarchie, il faut être une solution, il faut résoudre des choses, il faut résoudre des problèmes. Mais D'accord avec toi. si on fait la bitch, tu vois, faire la bitch, c'est jamais bon. Ouais, c'est vrai, ça, c'est le retour du bâton. Je ne sais plus quel ministre en France disait, en fait, quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne. C'est un peu la même chose. Donc, l'encouragement au dialogue et ce qui est très, très important si vous voulez avoir un dialogue qui soit constructif, c'est de bien savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas si évident que ça. Hein. Pourquoi tu dis que ce n'est pas aussi évident? Parce qu'il faut que ce soit aligné avec les qualités qu'on a ou qu'on n'a pas et les possibilités d'un poste. Donc, self-awareness, tu dis? Oui, et puis self-awareness, au-delà de vous-même, ça c'est le plus important, mais si vous êtes au service compta chez Nestlé puis que vous hurlez parce que c'est pas assez créatif, c'est vous qui faites une erreur. Ouais. Vous êtes moi, j'ai rien contre Nestlé, je suis pas comptable, donc je parle de choses que je connais pas, mais je m'imagine, si tu veux. Si tu travailles dans le social, dans une crèche, dans la petite enfance, puis tu dis, mais c'est trop génial, ça va pas du tout, je suis pas assez payé, c'est clair que quand tu travailles dans la petite enfance, tu n'es pas très, très bien rémunéré. Etc., etc. Donc, en fonction, en fait, des capacités, des envies, des possibilités qu'on a, il faut bien faire attention quand on prolonge le trade, de s'imaginer qu'on va aller vers quelque chose qui vous rende vraiment heureux. C'est pour ça que je parle d'alignement. Mais il faut aussi avoir dessous de jugeote. Suivant le job que vous exercez, vous ne pouvez pas dire ça ne me convient pas du tout, il faudrait qu'il fasse complètement autre chose. Il y a des professions où, ma foi, c'est comme ça. Je connais un gars, par exemple, qui s'occupe d'une usine en Suisse près de Lausanne où il brûle les déchets pour chauffer des maisons.
qui est un Ok. système hyper malin. Et il gère ce truc. Voilà, bon, bah, voilà, il y a un peu de CAPEX à gérer. De temps en temps, il faut faire des rénovations, etc. Mais c'est surtout beaucoup de personnel à gérer qui, en fait, faut quand même des gars, parce que d'un coup, il y a une cheminée qui est bouchée, il y a de l'entretien à faire. Mais en gros, on incinère des poubelles. C'est pas le truc le plus glamour du monde, mais lui, il adore ce job parce que voilà, c'est souvent tout à fait la même chose. C'est très prévisible, c'est très Ouais. connu, c'est très cadré. Et en fait, c'est pas du tout un mauvais job d'être dans une position comme ça où c'est très cadré. Ça dépend du caractère qu'on a, des besoins qu'on a, des envies qu'on a. Il faut être sévère avec soi-même pour savoir ce dont on a envie. Et je trouve que ce n'est pas la partie la plus facile. Et tu as des tips justement pour faire ton introspection ou comment tu apprends à te connaître et tout, parce que c'est vrai que des fois, quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es dans les opérations et tout, Alors, euh, il y a une expérience, il y a différents tips. Je pense que ça dépend de l'âge, mais quand on est jeune, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer plein de trucs. Je ouais, pense qu'on écrit avec le corps et que pour savoir ce qu'on aime, en fait, il faut essayer, il faut y aller avec les pieds, faire des stages, il faut, même si si vous voulez faire des études, vous n'avez pas encore commencé, aller visiter les labos ou l'endroit où ça vous donne une idée de l'ambiance, vous arrivez comme ça à l'instant à savoir un peu. Donc, il faut essayer plein de choses parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Ensuite, si vous avez le sentiment que vous êtes un petit peu coincé dans une carrière qui offre peu de débouchés, il faut vraiment faire cet examen entre votre besoin de sécurité, parce que vous pouvez monter une boîte, faire un truc comme ça, mais c'est évidemment peut-être un petit peu plus rock'n'roll. Donc, il y a le besoin de sécurité, il faut l'évaluer avec précision parce que ça peut être un réel, enfin, c'est toujours un besoin. La question, c'est à quel niveau. Il faut être un peu cruel avec vous-même en termes de sexitude sur le marché. Qu'est-ce que vous savez faire de tellement mhm. unique que quelqu'un va rêver de vous embaucher, d'accord? Et il ne faut pas croire que vous êtes un génie. Par définition, l'ensemble des gens qui nous écoutent, par définition, la plupart des gens sont dans la moyenne. C'est vrai. C'est vrai, t'es Voilà, pas. c'est comme ça. Donc, il Tu te mets faut. dans quoi? Tu te mets dans la moyenne, toi, ou pas? Mais complètement, mais moi, je suis un type tellement moyen. Non, Mais bien non, non. sûr, Pas toi, Pascal. Pas mais toi. bien Toi, sûr. t'es Ah, au-dessus. mais T'es au-dessus, t'es absolument au-dessus. pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, Il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi pour avoir des conseils, justement, comment devenir CEO, qu'est-ce qu'il faut, les ouais, compétences, etc., etc. Donc, toi, tu l'as fait. T'es arrivé au sommet de la pyramide. C'est pas donné à tout le monde. oui, mais je suis pas sûr que c'est le sommet de la pyramide de l'entreprise, puis des fois, c'est aussi le sommet de la connerie, si tu veux. Tu sais, il y a des gens qui dirigent des pays qui sont pas bons, il y a des gens qui dirigent des entreprises qui sont pas bons. Je pense personnellement que c'est pas du tout un but. Les buts de guerre, si tu veux, ça peut être la thune. Je veux gagner Mhm. plein de thunes, c'est hyper bien. Ça peut être le pouvoir. J'aime exercer le pouvoir, je veux faire ça. Ça peut être, et ça l'est souvent, et à mon avis, c'est une très mauvaise motivation. Ça peut être, je vais me rassurer sur mes capacités, en fait, dans le monde. OK? Et ça, je pense que c'est une très mauvaise motivation pour le faire. Il ne faut pas le faire, en fait, pour se rassurer. Il faut le faire parce qu'on aime ça et qu'on est bon et qu'on le fait bien et qu'on a envie de Ça, le c'est faire vrai que bien. c'est un truc qui vient souvent, même dans les entrepreneurs que moi j'accompagne. Tu as des gens qui font ça pour se prouver à eux-mêmes ou prouver à un de leurs parents ou Ouais. autre, et qu'en fait, ils passent complètement à côté parce que tu montes pas Mhm. un business ou tu développes pas ta carrière pour te prouver C'est quoi que ce soit. C'est ça. Et si c'est pour te rassurer, en fait, c'est pas une bonne Mm. idée. En plus, mais il y a des gens qui sont comme ça avec l'argent, peu importe le chiffre qu'ils aient, en fait, il n'y a jamais assez et puis il faut toujours plus parce que c'est toujours inquiétant. L'argent, souvent c'est le symbole pour la sécurité. Je conseille à tout le monde d'aller voir un psy quelque temps pour faire le point. Il ne faut pas hésiter à essayer de. C'est une manière de se comprendre. Ah oui, toi, C'est très bien. t'encourages ça. Mais complètement. C'est la Ok. connaissance de soi. Mais le sport, c'est la même chose. Le foot, c'est la même chose. C'est simplement un chemin qui est différent. Ça dépend comment tu fonctionnes. Il y a des gens c'est un peu, est-ce que j'aime le bleu, le rose, le vert, le jaune ou le gris? En fait, on s'en fiche. Faites un truc qui vous aide
à vous connaître. C'est pas, il n'y a pas de chemin prédéfini. D'ailleurs, ça peut changer avec les différents âges de la vie. Il y a des moments où on a besoin de cette méthode, d'autres une autre. On peut en avoir fait le tour. Donc, il faut avoir peur de rien et surtout pas de soi-même. Et il n'y a jamais de mauvais caractère, mais n'est délétère qu'un caractère qu'on ignore. Ouais. Si tu fais pas l'effort en fait d'essayer de savoir qui t'es, c'est très désagréable. Il y a Alan Watts qui propose en fait un chemin de pensée pour répondre à ta question. Il dit si tu avais, je sais pas, 200 millions de francs sur un compte, qu'est-ce que tu ferais? Tu me dirais, voilà, j'irais aux Bermudes ou je sais pas, t'irais où d'ailleurs? C'est une bonne question. Je sais pas, t'achèterais un château au Maroc, t'irais en Afrique du Sud, t'irais aux Maldives. Tu vas 6 mois aux Maldives, voilà. Après, t'en as marre, t'as de l'eczéma. Ouais, je pense que c'est pas un truc que je ferais. Hein? Je pense que je changerais pas beaucoup de choses. T'achèterais le Servette? Non. C'est ça. Non, on mettrait un petit billet dedans, mais je pense que je changerais pas énormément de choses au démarrage. Surtout pour pas, comment dire, pas spoiler, je sais pas si c'est le bon terme, mais mes enfants, tu vois. Parce que j'ai l'impression que plus tu grandis dans tout ce qui est richesse et tout, tu perds certaines valeurs, tu perds un peu le goût de te dépasser. En fait, tu as tout. Tu vois, la vie, elle est trop simple. C'est un risque. Donc, imaginons tu passes par cette phase où tu ne fais que de voyager. On imagine que tu n'as pas d'enfant, donc tu fais ça déjà. Puis après, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ok, tatati, tatata. 2 ans ont passé. Tu as un temps allé, tout est magnifique. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la grasse mat, c'est pas intéressant. C'est pas une vie intéressante. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu collectionnes les œuvres d'art. Mettons, tu t'es acheté un jet, tu as été 3 jours à Londres, 2 jours à Milan, etc., etc. Mais bon, je sais pas, passe 2 semaines à prendre l'avion tous les 2 ou 3 jours, t'es raide. C'est l'enfer, en fait. Déjà, moi, j'aime pas l'avion en plus. En plus, toi, tu n'aimes que le vélo, que maintenant on doit payer pour se parquer. Merci. Merci. Et donc voilà. Donc au bout d'un moment, il faut bien occuper son temps à faire quelque chose d'intéressant. Alors toi, tes enfants sont relativement jeunes, donc tu pourras encore passer un temps considérable à les élever. Mais peut-être qu'en fait, tes enfants diraient non, mais là, papa, please, faut nous lâcher la grappe, quoi. Laisse-nous aller à la crèche, laisse-nous faire du foot. Toi, tu dirais, non, mais venez, j'entraîne votre club de petits garçons, là. Non. Donc, si tu veux, il faut trouver en fait un équilibre. Alors maintenant, si vous avez fait tout ce chemin de pensée, revenez au début, vous regardez votre vie et puis vous regardez ce que vous aimez, vous surinvestissez vos talents, ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, et puis vous sous-investissez ce qui vous enquiquine. Voilà. Je peux donner un tips? Bien sûr. Tu parlais d'aller chez le psy. Si vous utilisez une IA depuis plusieurs mois ou une année ou 2, vous pouvez lui demander en fait de dresser votre portrait. Ouais. Et puis, je mets un disclaimer. Hein. Faut se méfier, mais en tout cas, vous pouvez lui demander de dresser votre portrait. Moi, je l'ai fait avec Grok. Je trouvais ça intéressant en fait. C'est gratuit. Je ferai quand même un tout petit peu attention parce qu'à mon avis, d'avoir un humain dans la boucle pour tous les aspects de transformation, c'est important. Mais c'est vrai que pour le diagnostic, il peut être pas mal. Pour s'amuser. Ouais, pour s'amuser. Puis moi, récemment, je me suis pas mal intéressé à l'astrologie aussi, en fait. C'est fou comme ça marche bien. Toi, tu es de quel signe, toi? Je sais pas. Moi, c'est pas un truc en quoi je crois forcément, en fait. Mais moi non plus. Moi, pas du tout. J'y crois, mais pas une seconde. Et quand je regarde, ça m'a l'air de bien fonctionner. C'est dingue. Mais bon. C'est des trucs génériques. Enfin, comment toi, tu pourrais avoir. Enfin, tu vois, vous êtes né le même mois. T'es de quel mois déjà, toi? Mai, non? Le mois de mai. Mois de mai. Ouais. Moi, je suis un type du printemps, tu sais. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de source d'information ou de non-information. Même si c'est faux, c'est égal, c'est un support pour réfléchir. Puis, il faut essayer de se concentrer et de s'approcher le plus possible, en fait, d'un truc qui est votre truc. Le grand défi n'étant pas de rencontrer votre truc, le grand défi, c'est d'essayer de s'en approcher. Et ça, il faut le faire, en fait, par essais successifs. Maintenant, c'est une manière de vivre qui est beaucoup plus flamboyante et rigolote.
et ça permet d'éviter l'ennui. Donc, en fait, si vous êtes coincé dans un job, puis que votre seul souci, c'est de progresser d'un cran, l'exercice est trop local. Tu vois comment? Ouais. C'est trop petit. Peut-être qu'en fait, vous adorez votre job. Qu'est-ce qu'il ferait, ce jeune homme qui est coincé dans un job? Il serait un employé de banque au front. C'est ça? Ouais, En fait, ouais. peut-être il adore ça. Ah oui, bah oui. Ben alors, Oui. c'est bonheur. Il faut se débarrasser, en fait, de ces fausses envies. En fait, parfois, c'est pas Faut se contenter de ce qu'on a. c'est pas se contenter. Il faut, si ma foi, on kiffe d'être à la relation clientèle dans une banque, on a le droit. Je ne suis pas sûr que c'est une vie qui est moins intéressante que patron de cette banque. Bien sûr que le patron de la banque, il gagne beaucoup plus d'argent. Mais je ne suis pas sûr et certain que c'est un but. Ça doit être une conséquence heureuse, en fait, d'avoir trouvé ce que vraiment on aime faire. Moi, je pense que ça ne rend pas les gens heureux de courir après des choses qui ne sont pas pour eux. Et cette espèce de théorie qui dit, je vais faire toutes ces étapes et me faire une vraie vie de con. Puis une fois que j'aurai gagné assez d'argent, c'est un peu comme de dire, je vais m'enquiquiner toute ma vie et à la retraite, je voyagerai. Non, voyagez maintenant, si c'est ça que vous aimez. Ouais, je pense que c'est un conseil sage. Après, il y avait aussi une remarque, tu disais que si tu devenais manager, il fallait aimer les gens. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, c'est certes, mais il y en a aussi, si on est devenu manager, ils n'aiment pas forcément les gens, mais au moins ils évitent de se faire fliquer, ils peuvent partir entre guillemets à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent gérer leur temps, que si tu es simple employé, en fait, tu n'as pas le droit, c'est pas ce droit. Ah, mais ça, c'est parce que vous travaillez dans une boîte de cons. C'est-à-dire que ça dépend de la fonction et ça dépend de la culture de l'entreprise. Mais en fait, disons par exemple, tu es conducteur de bus. Ouais. Ben forcément que tu ne peux pas te tirer une demi-heure avant. Il y a plein de conducteurs de bus, ils sont heureux dans leur taf, entre parenthèses. Bah, je sais pas, j'en connais pas, mais imagine, tu es conducteur de bus, donc en fait, ou de train. Et ben voilà, ben, tu peux pas dire, bon, bah, les mecs, moi là, j'en ai ras le cocon, le train, il reste à Paris, salut, débrouillez-vous, tu vois, tu peux pas faire ça. Donc en fait, il y a plein d'activités, il n'y a aucun job où il n'y a pas 10, 20, 30% de choses qui sont enquiquinantes. Ouais. Je pense, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut essayer de les sous-traiter, mais surtout, il faut repérer les choses qui nous ennuient. Mais après, il faut faire un examen très détaillé et très sévère avec soi-même. Ce n'est pas si facile que ça. Il faut enlever le caca que parfois on a dans les yeux. Et des fois, il y a des gens, et moi j'en connais, j'ai fait tout un travail avec eux parce qu'ils adoraient ces tâches répétitives et ces contraintes. D'accord? Et en fait, il faut juste accepter son destin. Si tu es un gratte-papier, tu es un gratte-papier. C'est OK, il faut y aller. C'est OK, il y a une place pour chacun. Mais il ne faut pas croire qu'en fait, cette absence de règles ou cette capacité à inventer des règles, c'est fait pour tout le monde. Quand on dit il faut supprimer toutes les habitudes, etc., je ne suis pas du tout sûr que ce soit très simple pour l'immense majorité des gens. À mon avis, il y a des tas de gens, ils vont beaucoup moins bien si tu leur enlèves ça. Le travail, c'est aussi toute une série d'habitudes, de codes, de rites. Et en fait, peut-être qu'ils vous enquiquinent, peut-être qu'ils vous sauvent la vie. Il faut être très, très humble, en fait, quand on fait cet examen de soi-même pour essayer de comprendre ce dont on a besoin et ce qu'on souhaite. D'accord? Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent leur vie, par exemple, si tu observes quelqu'un qui pendant 15, 20 ans se plaint des mêmes choses dans le même job, c'est qu'en fait, il les aime. Mais il n'ose pas se l'avouer. Tu vois? Parce que si tu as passé 15 ans à faire le même truc qui te pourrit la vie, c'est que tu n'as pas eu la motivation nécessaire pour faire autre chose. Point. C'est intéressant ce que tu dis. On avait eu un petit peu cette remarque en commentaire dans l'épisode numéro 1 qui te disait, bah voilà, on ne choisit pas forcément un taf par lequel on est passionné, mais on doit prendre quelque chose, puis après on reste dedans parce qu'on doit payer le loyer, etc. Alors, etc. Ouais, alors il y a des fois où on est coincé, c'est évident, mais être coincé, ça dépend aussi de ses attentes. Alors, on va faire plusieurs cas pratiques. Il y a le mec qui est comme ça, vice-banquier, qui gagne à mort. Il a comme passion le fait de piloter des avions le week-end et d'avoir des chalets à Gstaad et d'aller aux Maldives tout régulièrement. Ben, il dit, ah mais moi, je suis coincé en fait, je ne peux pas faire un autre job parce que j'ai besoin de dépenser toute cette thune. Mais non, vends ton chalet à Gstaad, arrête de piloter des avions,
Personne, a priori, hein, personne ne meurt parce qu'il ne peut plus piloter des avions le week-end. Moi-même, je ne suis pas pilote, mais je ne suis pas assez rigolo pour ça. Mais s'il veut, je n'ai toujours aucun plaisir. Mais c'est quand quelqu'un te dit, mais non, je fais du polo, je ne peux pas m'arrêter. Ben, bien sûr que tu peux t'arrêter. Ouais. Tu vois. Donc, souvent, les gens, en fait, ils mettent en exergue comme ça, ils créent des espèces de pseudo-besoins qui n'en sont pas. Donc, en fait, tu peux, diminuer ton train de vie. Personne t'oblige à claquer de la thune comme ça. Par contre, quand on est très malheureux dans un emploi qui nous rend malheureux, on a plus tendance à avoir le sentiment qu'on doit claquer de la thune. Mais ça, c'est la société de consommation, c'est pas vous. Mais vous pouvez essayer de vous libérer en fait de ce besoin. Le meilleur moyen d'être riche, c'est d'avoir des besoins qui soient calibrés à la baisse. Donc, premier conseil, en fait, c'est examiner en fait si vous ne pouvez pas supprimer certaines de ces contraintes. Deuxième chose, c'est vrai que parfois, pour des raisons de santé, pour des raisons de géographie, pour des raisons d'histoire personnelle, etc., on peut être réellement coincé dans un truc, ça c'est vrai, mais il y a des jobs très durs. Moi, par exemple, il y a très longtemps, mais pendant un été, j'avais travaillé à la chaîne. Tu travailles à la chaîne pendant 2 semaines, c'est fou, comme c'est abrutissant, c'est très, très dur en fait. Hein. C'est vraiment très dur. Il faut avoir énormément de respect pour des gens comme ça. Mais il faut voir que maintenant, il y a une immense révolution qui a lieu. C'est qu'en fait, avec l'IA, avec Gemini, avec ChatGPT, Grok et les autres, et Claude, déjà, vous avez la possibilité de discuter avec cette IA. Déjà, vous pouvez avoir les connaissances que vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez vous renseigner sur, tiens, est-ce que je pourrais faire une école qui? Est-ce qu'il y a des aides qui existent pour cela? Vous avez tout d'un coup une espèce d'assistant personnel qui sait tout. Donc, utilisez-le. Se renseigner, en fait, bah voilà, ça coûte rien. Vous pouvez même faire un compte gratuit et puis vous essayez, donc vous renseignez. C'est la première étape. La deuxième chose, c'est, une fois qu'on est renseigné, c'est de trouver d'essayer de faire des expériments, de trouver quelqu'un avec qui en discuter, de voir peut-être des témoignages de gens qui ont fait un move comme ça. Et en fait, la vie est belle en fait quand on est dans l'action. Donc, il ne faut pas hésiter à se dire, eh ben voilà, ça va être un peu la galère, mais je vais faire des cours du soir ou je vais monter un business. Moi, si je devais maintenant monter un business que je me sentais coincé, je ferais soit électricien, soit installateur sanitaire, soit installateur de panneaux solaires. Je pense que ça, dans les 10 ans qui viennent, ça va faire un carton. Donc, en gros, vous trouvez 10 potes qui vous filent un petit billet, vous prenez une petite camionnette, vous commencez à taffer, je pense que ça va faire un carton. Alors, est-ce que c'est très agréable? J'en sais rien, mais c'est au moins une vie un peu d'aventure. Et vous pouvez devenir votre propre patron. Si vous devez faire des contrats, ben, vous pouvez les rédiger avec l'IA. Donc, il n'y a jamais eu de moment plus favorable que maintenant, en fait, pour se mettre à son compte. Si vous vous en sentez, le coffre, il ne faut pas se lancer, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je pense dans les métiers, je pense qu'il y a matière à faire un véritable carton. D'ailleurs, pour tous les jeunes qui doivent choisir un apprentissage, surtout pas employé de commerce, je vous interdis. Faites un métier manuel, quelque chose qui vous éclate un peu, mais quelque chose qui aura plus de mal à être remplacé par les robots. Et puis le troisième truc, si maintenant vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez complètement avili, emprisonné, incapable de discuter avec un pote d'une éventuelle chose, de causer à Google, de mettre en place un plan, d'accord? Là, vous pouvez vous faire aider. Parce que peut-être que c'est simplement le signe que vous êtes au bout du fart, ce qui est OK. Et en fait, il faut aller causer à quelqu'un qui va vous aider en fait à vous débugger, à comprendre si c'est votre vrai désir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vous laissez enfermer dans une situation qui est peu intéressante pour vous. Et là, il faut quelqu'un qui vous aide. Ça s'appelle un médecin et il va vous aider en fait à vous désensabler. Il faut voir ça. Tout ressemble à la course automobile. Tu es au Paris-Dakar, tu es ensablé, tu n'arrives plus, ben, les copains ils viennent, ils mettent les rails, on pèle un peu le sable et tu repars. Donc il ne faut pas rester ensablé, on est au 21e siècle, on a plein de choses à disposition pour essayer d'aller mieux. Et si on sent qu'en fait on n'a simplement pas les ressources, mais qu'on a un vrai besoin d'évoluer, eh ben, on peut faire une psychothérapie, on peut aller voir un psy, on peut faire de la danse, on peut faire quelque chose pour retrouver des forces. Ça se passe aussi beaucoup dans l'amitié, dans le dialogue. Ça peut être de la famille, quelqu'un qu'on croise.
une IA. Enfin, il faut trouver des personnes ressources ou des choses ressources qui, en fait, vous aident à vous désensabler. Mais dans la vie, parfois, on s'ensable. C'est OK. Ce qu'il faut, c'est pouvoir engager le 4x4. Bim. Ouais, c'est vrai. Après, tu as aussi une problématique, c'est que des fois, tu n'es pas forcément satisfait et tout, mais la peur du changement, la peur d'envoyer ton CV, de recevoir des noms, d'aller dans une boîte où tu te dis, ouais, ça va pas être forcément mieux, etc., etc. Donc, Ouais, mais ça aussi, c'est cet aspect qui est un peu flippant des fois. Ouais, mais c'est pour ça que je disais, c'est pour ça que j'encourageais l'auto-examen, parce qu'en fait, si vous vous rendez compte que vous avez ni la force ni l'envie en fait de faire un pas, faut vous poser la question de savoir, mais si en fait vous êtes plaintif au sens, mais je suis pas bien, je suis pas bien, c'est pas bien. En fait, le problème que ça pose, c'est qu'en fait, ça vous fait pas une existence très heureuse. Donc c'est soit en fait que vous aimez vos contraintes, ce qui est complètement acceptable, voire même louable en fait. Ouais. Il y avait cet extraordinaire écrivain, c'est le cantonnier à la Rose, je crois, je ne sais plus quel est son nom, mais c'est un fribourgeois qui avait étudié la théologie à l'université et il a décidé d'être balayeur de rue. Ok. Ouais, un homme Ah ouais. extraordinaire. Et attends, je vais vous montrer son balayeur à la Rose. Il est formidable. Et Michel Simonet s'appelle-t-il. Mais on va faire un peu de pub pour son livre. Une rose et un balai. Voilà, voilà. Que je vais partager maintenant. Et Tu le connaissais? Non, je ne le Non. connais pas. Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais c'est quelqu'un avec un parcours de vie extraordinaire. Il est en fait, il balaye, quoi. Il balaye la rue. Il voulait faire quelque chose qui soit utile à la collectivité, etc. Mais il a fait des études universitaires. Donc, si tu veux, il est allé au bout de la démarche, on peut dire. Et il écrit des bouquins. C'est d'ailleurs très agréable à lire. Petit traité de sagesse d'un balayeur de rue. C'est absolument délicieux ça se dévore, ce n'est pas des livres très, très épais. Et en fait, donc c'est pour dire en fait qu'il existe chaque personne est unique, chaque personne a eu des difficultés, etc. Mais on est au XXIe siècle, il y a toute une panoplie en fait d'outils, de méthodes et de choses pour tenter d'aller mieux. Mais parfois, il faut simplement accepter en fait qui on est en fait. Il faut pas essayer de sortir d'une situation qui nous convient. Et puis, il faut toujours comprendre si on se plaint parce que c'est la société qui nous dit de se plaindre, parce que c'est la société qui dit qu'il faut gagner plus de sous et grimper, comme on dit. Peut-être que c'est pas votre truc. Si c'est pas votre truc, la sagesse, c'est de pas le faire. Je te rejoins là-dessus. Après, des fois, tu te dis l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est pas quelque chose de forcément facile. Ah bah non. C'est aussi le revers de la médaille, tu vois. Des fois, tu dis oui, je suis un misfit, je peux pas m'adapter en corporate et tout. Puis après, l'entrepreneuriat aussi, c'est. Donc, tu as toujours un peu cette ambivalence où tu sais pas où tu te situes, quoi. Tu vois. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des outils, en fait, où tu peux faire ton profil. Je recommande pas le MBTI. Il y en a pas mal qui parlent de ça. Mais tu as d'autres outils, en fait, qui vont te faire des analyses comportementales et ça te pose des questions sur des situations, comment tu te comporterais et tout. Puis après, ça t'indique un petit peu, ta voix. Et ça, il y a pas mal d'outils en ligne qui font ça. Je pense que c'est intéressant. Mais comme tu as dit aussi, il faut tester. Tester pas mal de choses et puis être patient. Et puis, il y a un truc qui revient souvent, mais pas suivre le POC, mais voir où va aller le POC. Et je pense que tu as justement l'IA qui est une composante super importante à garder en tête. Parce que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes métiers, malheureusement, demain. Ou heureusement, parce que si on peut supprimer des choses qui sont d'aventure avilissantes ou absurdes, c'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est vrai. Pascal, tu veux rajouter quelque chose? C'est tout bon, c'était un plaisir comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner, Oui. à nous poser vos questions. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, on les aborde. Et puis, on rappelle le webinaire. Exactement. 18 septembre. Exactement. On vous remettra le lien en description. De 18 septembre à midi. À midi. On va faire une très petite intro sur Léa et après on répondra à vos questions en live. En live.
En livre. En livre. En livre. Gratuit. Donc, n'hésitez pas, profitez. Et puis, nous. Ah ouais, j'ai eu un reproche. On m'a dit, ouais, Younes, pourquoi vous n'avez pas sorti la vidéo? J'attendais, machin. J'ai dit, ouais, ça c'est à cause de Pascal. Il y avait trop de rendez-vous clients. On a dû C'est vrai? dépasser. Non, mais alors, On a dû dépasser. Donc, mais non, mais c'est vrai. si tu peux C'est vrai. présenter tes excuses. D'ailleurs, on voit, j'ai pas le cheveu propre. Est-ce que tu peux présenter tes Je excuses? présente mes excuses à cette noble personne qui. Ben voilà, ça c'est une contrainte agréable. C'est la rançon de la gloire. Ciao. Ciao Younes.